Le débat d'aujourd'hui porte sur les défis des directeurs du développement durable pour cette nouvelle année. J'accueille Odile Marek, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice organisation méthode et RSE pour Bolloré Logistique. Et François Garot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable mission RSE auprès du COMEX de Generali. Et vous appartenez tous deux au C3D, le collège du directeur du développement durable. Peut-être pour redire la base, le climat, la défense de l'environnement, dans vos métiers respectifs, ce sont aujourd'hui des enjeux majeurs ? Nous, c'est complètement un enjeu business maintenant. Si on ne fait rien, donc un nombre croissant de nos clients nous demande de les accompagner pour décarboner la supply chain. Si on ne répond pas présent, on perd l'appel d'offres. Ça n'est même plus la peine de... Enfin, on ne peut plus travailler, quoi. Donc c'est vraiment... Moi, ça m'aide beaucoup dans mes activités parce qu'on est en train de mettre la RSE au cœur de toutes les fonctions de l'entreprise. Oui, et au cœur de la stratégie, ça fait depuis le mois de septembre dernier que je présente cette émission. On voit qu'il y a vraiment un mouvement général, quoi. Ça rentre au cœur de la stratégie maintenant. Ces questions-là, dans vos métiers de l'assurance, c'est pareil. C'est même central, puisque ça n'échappe à personne que la multiplication des événements climatiques, tant sur la fréquence que leur intensité, frappe très durement les territoires, les économies. C'est un enjeu à la fois avec notre casquette d'assureur, mais aussi dans notre fonction d'investisseur, puisque les assureurs sont aussi des investisseurs majeurs, où là on voit que nos investissements, qu'ils soient en Europe ou à l'échelle planétaire, on est également impacté par le réchauffement climatique, que ce soit sur les hommes ou sur les territoires. Vous dites qu'il faut élever la culture du risque. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Ça, c'est assez paradoxal. C'est cette culture du risque. On voit bien qu'on vit dans une société où le principe de précaution, on attend tout de maman État, voilà, et on se rend compte que il y a une espèce de défiance générale vis-à-vis du risque. Quand on parle de risque, il y a un corollaire très clair qui s'appelle la prévention. Et donc, du coup, quel est le partage dans cette culture de risque de ce qui peut être transféré via une prime chez un assureur, donc je transfère via une prime un risque, mais c'est financier, de la réalité de la prise en charge de ce risque. Pour parler plus concrètement, l'assureur, lui, va indemniser financièrement. Oui. Mais il indemnise en général à hauteur de 50%. C'est les garanties qu'ils le veulent, mais on ne couvre jamais la totalité des dommages dont peuvent être victimes nos clients. Et donc, ça veut dire qu'il y a une part du risque qui reste en fait à la charge des individus, des entreprises. Et cette part de risque, elle peut être réduite. Et donc ça veut dire aussi qu'on parle d'accroître cette culture de risque, c'est qu'on doit accroître cette culture de la résilience. C'est-à-dire il y a des zones où c'est plutôt pas trop malin de s'installer. Il y a des activités qu'on a plutôt intérêt à modifier, que ce soit sur leur empreinte carbone ou même en matière simplement individuelle, en termes de pratique d'activité physique. On sait très bien qu'il y a des corrélations évidentes entre la pratique physique et la résilience. Vous pouvez tomber malade, mais vous rétablissez plus vite. Ouais, donc se prendre en main, ne pas tout attendre de l'État, mais de l'assureur aussi. Je retiens ce que vous nous dites, ce début d'année 2021. Malheureusement, on est dans la continuité de 2020 pour ce qui concerne l'épidémie et la Covid-19. Quelles leçons vous tirez de cette crise, Odile Marek, en tant que directrice RSE? Oui, je pense que c'est vraiment l'année où le monde entier a pris conscience qu'on était beaucoup plus vulnérable, malgré les technologies, les avions qui volaient partout. Et on s'est recentré sur des choses qui étaient essentielles, donc la santé, les gens. Et c'est pour ça que moi je ressens, nos clients donc nous demandaient, c'est ça, avaient des gros enjeux par rapport au réchauffement climatique. Mais cette année, maintenant, voilà, tout le monde est réceptif, nos collaborateurs, toutes les personnes qu'on rencontre. Il y a un terme que moi j'entends beaucoup ici et que vous devez entendre aussi, c'est le terme d'écosystème. C'est-à-dire que les entreprises, vos clients, réfléchissent parfois en groupe. C'est-à-dire qu'ils sont concurrents, mais ils ont les mêmes intérêts. Voilà. C'est très nouveau. Quelles conséquences ça a pour un métier comme le vôtre? Mais c'est vraiment très nouveau parce que ça nous... Voilà, effectivement, des entreprises qui sont concurrents dans un secteur donné nous disent, et c'est vraiment très, très récent, nous disent, écoutez, nous, ça ne nous embête pas que vous mutualisiez les flux. Par exemple, une tournée d'enlèvement, vous envoyez votre camion dans tel endroit, et même s'il fait un détour de quelques kilomètres, si ça lui permet d'être mieux rempli pour aller chercher la marchandise de notre concurrent, faites-le, allez-y. Et on a des groupes de travail, avec donc des concurrents, avec toutes sortes d'entreprises. Et ça, c'est vraiment nouveau.
À ce point-là, oui. Avant, jusqu'à finalement il y a 1 an, 2 ans, dans le transport, les entreprises, si vous voulez, le produit le plus rapidement possible et pour que ça coûte le moins cher possible. Et maintenant, on a des clients qui nous demandent de les aider à remettre à plat leur organisation logistique. Par exemple, pour répondre à des questions, est-ce qu'il vaut mieux que je transporte en bateau, donc ça va prendre du temps, mais ça sera beaucoup moins carboné, des pièces détachées, que je les assemble près de l'endroit où elles vont être consommées, plutôt qu'au dernier moment, 3 jours avant, j'exporte comme ça avec un avion beaucoup plus polluant les produits finis. Ouais. Et ça, c'est un vrai effort dans la supply chain. Et c'est aussi évidemment parce que voilà, il y a une pression, une demande de nous, citoyens, consommateurs, des consommateurs. Elle se ressent aussi, François Garot, vous avez évoqué le rôle d'investisseur des assurances, des compagnies d'assurance. Ça se ressent aussi dans le domaine de l'épargne, cette pression des consommateurs. Alors non seulement ça se ressent, mais il y a même une poussée de l'attente et des demandes de nos épargnants. C'est-à-dire que la notion de performance réduite à un simple taux n'est plus suffisante. Elle reste présente, pas non plus dire n'importe quoi. Et donc du coup... Mais ça veut dire quoi? Il faut donner presque du sens à son épargne? Alors, ça passe par une demande de sens, donc de plus en plus de la voir apparaître des nouvelles générations de fonds, d'unités de compte, de fonds thématiques qui peuvent être water, environnementaux, sociaux aussi de plus en plus. Là, on vient de sortir notre dernier fonds General Impact Investing de nature sociale qui va permettre pour partie de financer des actions de notre fondation The Human Safety Net, par exemple. C'est aussi une exigence, je dirais, qui est à la fois qui part des individus, mais pas seulement. Ça accompagne aussi toutes ces transitions. Ça n'a échappé à personne que l'Europe est extrêmement présente. La France a été un des piliers il y a 5 ans avec la COP21. Mais maintenant, il y a aussi une réglementation qui pousse les investisseurs institutionnels à aller dans ces directions. Ce qui est vraiment nouveau, et on l'évoquait tout à l'heure en aparté, c'est cette notion d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous êtes au bon endroit pour en parler. C'est ce que je disais, c'est le nom de cette émission est absolument génial pour ça, parce que Smart Impact, on est vraiment au cœur nucléaire du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui s'engager à investir dans des entreprises, dans des activités dont on ne pourrait pas démontrer qu'elles ont un impact, soit positif, donc ça c'est très chouette, mais c'est pas toujours le cas, soit la notion d'impact peut être une réduction des impacts négatifs. C'est aussi le chemin, c'est la trajectoire. On part de là et voilà où on veut aller. Ça veut dire qu'on n'est pas, on va pas supprimer tous nos univers d'investissement parce qu'il y a des tas d'activités qui restent quand même polluantes, mais pour autant, si ces activités se transforment pour réduire leur impact, et ben ça vaut le coup, parce que ça veut dire qu'on accompagne toutes les transitions. Donc on ne rentre pas dans une logique de type Khmer vert, il y a des activités qu'on bannit complètement, et puis d'autres, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire d'accompagnement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et ce qu'on promeut beaucoup au niveau du C3D, c'est parce que là, souvent, quand on parle d'investissement, on parle des grosses boîtes comme les nôtres. Bon, on est équipé on est équipé en personnel, en savoir-faire, etc. Mais c'est tout ce tissu de PME en France qui n'est pas touché. Et ils n'ont pas les moyens de se payer un directeur du développement durable. Ils n'ont pas les budgets pour se payer un consultant de haut niveau. Et donc, comment on embarque les 90% du tissu industriel? Et par l'épargne et l'investissement, et par la finance, on peut les embarquer finalement. Alors, on peut les embarquer, mais pas seulement. C'est pas suffisant. Mais oui. C'est l'un des leviers. Ce débat porte sur vos défis pour l'année qui démarre. Est-ce que finalement, tout ce qu'on vient de dire, Odile Marek, ça ne vous facilite pas la tâche? Ça rend votre job central dans l'organisation de l'entreprise? Mais complètement. Mais bien absolument, tout à fait. Avant, jusqu'à il y a quelques années, on avait des obligations de reporting, mais sans forcément devoir améliorer les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avant les appels d'offres, il y avait quel est le prix et quelle est la durée pour aller du Havre à Shanghai. Maintenant, il y a une 3e colonne qui est le CO2. Et avec, proposez-nous des alternatives. On a des clients qui ont divisé par 2, donc c'est très très drastique, le volume qu'ils nous remettaient en aérien. Donc il y a donc on est complètement en prise avec les opérations. Donc on travaille avec nos acheteurs de fret, avec les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, le rail, pour trouver des solutions, pour mettre en place des partenariats, parce que souvent pour eux, un meilleur bateau, un meilleur avion, un meilleur camion, ça demande des investissements. Donc il faut que quelqu'un paye. Et ça, on peut le faire à 3. Donc les clients,
le fournisseur et nous qui achetons ces capacités de transport. Et quand vous dites finalement la RSE, les impératifs de développement durable, maintenant ils se diffusent un peu partout dans les différents métiers de l'entreprise. Ça a supposé quand même quoi, un peu de réorganisation, de formation. Il y a encore de la formation à faire. Énormément de formation. On a fait, j'ai passé des roadshows du temps, on pouvait bouger, des webinars, on a créé des modules pour apprendre, parce qu'on a des gens partout dans le monde, expliquer les fondamentaux de la RSE, l'environnement, les enjeux climatiques, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, et qu'est-ce que nous, on peut faire, comment on arrive à passer de... on prend le premier avion, à une meilleure solution, une optimisation. Et donc, énormément de formation, parce que c'était assez nouveau. On entend, il y a de temps en temps un peu de lobbying, c'est-à-dire, oui, le gaz comme ci, il est meilleur que celui-là, et l'hydrogène, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, en plus, il fallait clarifier tout ça. Donc, ça s'est passé, et ça passe encore, et ça passera encore par énormément d'explications, de pédagogie. 1 minute pour conclure, François Garot. On ne vous regarde plus comme avant ? J'espère que si, mais... En mieux, en plus durable. C'est vrai qu'on peut passer du statut de petit bonhomme vert, le petit caillou dans la chaussure qui emmerde tout le monde, pour réduire l'empreinte carbone, rappeler qu'il y a un certain nombre de principes, mais je partage tout à fait le propos d'Odile, parce qu'en fait, ce qui a vraiment, ce qui, de mon point de vue, tranche aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces sujets dans l'entreprise. C'est passer d'un statut où il y a le petit bonhomme vert, où maintenant c'est totalement transversal et au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est dans la gouvernance même du COMEX, à l'échelle du groupe, que ce sujet maintenant est pris en charge. Et ça rentre, et ça change tout, ça rentre y compris dans les objectifs du board. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qu'on regarde, mais c'est sympa, mais j'ai quand même business as usual, j'ai quand même m'occuper de la vraie vie parce que ton truc... Non. Maintenant, ils sont aussi évalués là-dessus, à titre personnel, bon ça c'est important évidemment, mais maintenant surtout c'est que nos analystes financiers et extra-financiers évaluent aussi leurs entreprises sur la nature de leurs engagements. Donc là, du coup, on rigole plus du tout. Et c'est vrai pour nous, mais c'est pas vrai que pour nous en tant qu'entreprise, c'est vrai sur toute notre chaîne de valeur. J'imagine comme Bolloré, alors pour généralement moins, l'ensemble de notre chaîne de valeur est évalué sur ces critères extra-financiers. Donc ça change vraiment tout. Eh ben, on continue avec cette émission et on sera donc toute cette année, encore une fois, au cœur du réacteur. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Ideas, on recycle le plastique.